Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation attendue, puisqu'on devait déjà parler de la PAC à l'ensemble de France Agrimaire en 2019. Mais avec la grève, tout ça, et après la crise Covid, il s'est passé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la réforme de la PAC a continué à avancer pendant ce laps de temps. Donc, on va pouvoir vous faire une présentation presque complète, puisque les négociations de la PAC devraient, en croisant les doigts, se terminer cette semaine. Et donc, avec Florence, nous allons vous présenter en première partie un historique de la politique agricole commune européenne et une présentation de ses outils principaux. Ensuite, je vous présenterai une petite explication des négociations européennes en cours. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet sur la réforme actuelle et ses grands changements avec un petit focus sur les points de négociation qui restent à l'ordre du jour. Et enfin, on terminera avec la déclinaison française de ces outils et les arbitrages, là aussi encore en cours. Donc, je laisse la parole à Florence ABS pour la première partie. Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc dans cette première partie les grands principes qui structurent la PAC et le soutien agricole. Je vais rappeler grosso modo le système d'aide directe qui est en place actuellement, qui va vous permettre de vous repérer dans les négociations, dans les points qui sont négociés actuellement. Et enfin, en dernière partie, je vais reprendre quelques chiffres de l'agriculture française pour vous montrer à quel point la PAC, la politique agricole commune, est importante pour les agriculteurs français. Elle représente, les aides européennes représentent grosso modo les 2/3 des contributions publiques à l'agriculture française. Alors, dans un premier temps, je voudrais rappeler donc pour les fondations de la PAC, que dans les fondations de l'Union européenne s'est dotée dès le départ d'un budget massif de grande puissance agricole qui fait aujourd'hui 59 milliards d'euros en 2020 et qui représente encore 35% du budget de l'UE, malgré le fait que l'Union européenne a massivement, après 1957, investi aussi dans le développement économique. Donc, pour vous donner des éléments de comparaison, le budget de l'Union européenne, 59 milliards d'euros, est quasiment 2 fois plus grand que le budget que les États-Unis consacrent à leur propre agriculture, pour soutenir leur propre agriculture, alors que les surfaces agricoles sont relativement similaires. Enfin, ce budget permet de financer un ensemble de mesures agricoles que l'on classifie traditionnellement en 2 piliers, parce que ce sont 2 budgets différents. Le premier pilier, qui est le plus important, c'est celui du FEAGA, qui soutient donc le revenu agricole, qui représente à peu près 44 milliards d'euros sur 59 milliards d'euros. Donc ça fait grosso modo les 3/4 du budget agricole. Et enfin, le deuxième pilier est moins important, il fait 13 milliards d'euros, c'est celui du FEADER. Il assure donc l'aide au développement rural et aussi à la protection de l'environnement. Il prend en compte les enjeux climatiques, mais on va voir qu'il est quand même très important pour certaines régions, notamment les régions qui ont des handicaps naturels ou les régions à élevage. Enfin, la stratégie de la PAC, elle est révisée tous les 7 ans avec une révision à mi-parcours qui est bien connue des services agriculture, puisque c'est l'occasion d'une effervescence et de se repencher sur le bilan intermédiaire donc des mesures. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l'Union européenne est un marché unique, c'est un marché protégé, c'est donc le marché commun, il y a une libre circulation des marchandises. Donc ça veut dire en particulier qu'il n'y a pas de droit que les États n'ont pas leur propre politique agricole, ils n'ont quasiment pas le droit de faire leur propre cuisine nationale, elle est très contingentée, on doit déclarer ce qu'on fait à Bruxelles. Et enfin, c'est surtout aussi une union douanière, donc il y a d'une part le marché intérieur où la France en a fortement bénéficié à exporter ses propres produits vers le reste de l'Union européenne, mais en même temps, il y a une protection tarifaire qui protège l'Union du reste de l'UE et en particulier de la concurrence et des prix agricoles trop bas. Et ça a été le souci principal de la première partie de l'histoire de la politique agricole, de protéger l'Union européenne des prix trop bas afin de permettre l'essor et de renforcer l'agriculture européenne pendant
les premières années de la PAC. Enfin, depuis environ 20 ans, l'Union européenne ne fait pas tout à fait ce qu'elle veut en matière de politique agricole et en matière de soutien agricole, puisqu'il y a un cadre international très contraignant qui est celui de l'OMC, puisque depuis 1992, l'Union européenne a signé un accord qui fait que euh, euh, les outils agricoles sont plafonnés et l'Union européenne a de ce fait abandonné progressivement un certain nombre de subventions agricoles et notamment les subventions à l'exportation. Alors, les fondements de la PAC sont évidemment dans les fondations du traité de Rome. La politique agricole est définie à l'article 39 avec des objectifs principaux qui visent grosso modo à assurer la sécurité des approvisionnements et augmenter la production. Donc, si je rappelle brièvement les objectifs, il s'agit donc d'accroître la productivité de l'agriculture, d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, de stabiliser les marchés, ça c'est très important, puisque les prix agricoles sont extrêmement volatiles tant qu'il n'y a pas d'outils qui stabilisent. Les prix agricoles sont très dépendants des effets climatiques. Enfin, il faut garantir la sécurité des approvisionnements, donc assurer l'attrait de la production agricole pour les agriculteurs. Et enfin, assurer des prix raisonnables aux consommateurs et j'ajouterai aux éleveurs, puisqu'effectivement, si les prix des céréales s'envolent, et ben, c'est pas du tout un bienfait pour les éleveurs qui ont des coûts de production beaucoup plus élevés. Enfin, il ne faut pas perdre vue non plus que la politique agricole a fortement évolué à travers cet élargissement. Le plus important, les deux plus importants pour moi ont été l'élargissement le Royaume-Uni en 1973 et enfin en 2004, l'Union européenne a intégré d'un coup 12 États membres, et notamment la moitié de l'Europe centrale et orientale, ce qui a donné lieu à une très forte réflexion sur le budget et donc et en même temps sur les décisions politiques qui ont débouché donc sur le traité de Lisbonne, qui a remodelé donc les décisions politiques. Et aujourd'hui, le traité de Lisbonne est fondateur, c'est le traité de fonctionnement de l'UE, et c'est notre repère en ce qui concerne la majorité qualifiée et l'équilibre entre le rôle du Conseil et le rôle du Parlement. Alors, dans une troisième slide, je vais essayer de résumer très brièvement les éléments qui sont les dates clés qui sont à l'origine de la politique actuelle. S'il n'y a que quelques dates à retenir, il faut retenir essentiellement 1992, puisque c'est en 1992 que l'Union européenne passe à un système d'aide directe. On abandonne le soutien au marché et on abandonne les subventions à l'exportation pour concentrer l'essentiel de l'aide sur des aides au soutien agricole sous forme de… on distribue des montants aux agriculteurs en contrepartie d'une baisse des prix garantis. Et enfin, il y a une deuxième date à retenir, c'est en 2003, où on passe un système d'aide directe qui est découplé et où il s'agit en fait d'un paiement forfaitaire à l'hectare que l'agriculteur perçoit, quelle que soit la production qu'il réalise, et donc qui est indépendant de son rendement, de sa production et même du fait qu'il s'agisse d'une production végétale ou animale, en grosso modo. Alors, dans ce graphique très connu des services de l'Union européenne, vous avez en quelques couleurs résumé l'histoire de la PAC. Vous pouvez voir que le budget de la PAC était à l'origine extrêmement important. C'était le premier budget européen, le premier poste, et c'est encore le premier poste du budget européen. Il représentait encore 75% des dépenses européennes en 1985, et aujourd'hui, il a été divisé par deux, il est passé à 35% du budget de l'UE.
parce qu'en parallèle, donc, l'UE a massivement augmenté ses fonds pour le développement économique. Et enfin, vous pouvez voir dans ce graphique où les dépenses de l'UE sont partagées en types d'outils. En vert, le soutien au marché, en blanc, les subventions aux exportations, en bleu, les paiements directs et en violet, le développement rural. Vous pouvez voir les dates majeures où le soutien au marché et les subventions à l'exportation sont très importants, à peu près jusqu'en 92, et que c'est en partir de 92 que le système de paiement direct s'impose. Il représente aujourd'hui près des 3/4. Il représente aujourd'hui près des 3/4 du budget européen, et le développement rural aussi prend son essor à partir de 2000. C'est là qu'on prend en compte l'agriculture durable, et il devient réellement important à partir de 2003, où on impose, d'une part, on renforce le développement rural avec des mesures, des programmes, de mesures agricoles, des programmes qui incluent des mesures environnementales et économiques. Et d'autre part, en ce qui concerne les paiements directs, on introduit la conditionnalité, c'est-à-dire que le versement d'une aide est conditionnel et sous condition que l'agriculteur respecte un certain nombre de contraintes agricoles, heu, qui visent à maintenir un certain nombre de qui visent à assurer des pratiques agricoles qui sont respectueuses de l'environnement et qui respectent un certain nombre de critères bénéfiques pour l'agriculture durable. Alors dans cette deuxième partie, je rassemble donc je vous présente la PAC aujourd'hui. Elle est structurée donc en 2 fonds, 2 budgets. Le premier budget, donc je vous l'ai dit, c'est celui du FEAGA, le Fonds européen agricole de garantie, qui représente 44 milliards d'euros en 2020. Les aides les aides du FEAGA se répartissent en, grosso modo, 3 formes d'aides. Donc dans la partie soutien direct, il y a les aides découplées, qui sont distribuées, pour toutes les surfaces arables. Donc c'est un paiement à l'hectare pour toutes les surfaces arables. Ensuite, il y a des aides couplées qui représentent à peu près 15 des aides et qui sont distribuées, qui sont réservées à certaines filières, heu et en particulier donc les filières animales ou bien des surfaces végétales, et en particulier les surfaces végétales qui contiennent, qui assurent une production de protéines végétales, comme le soja, comme les protéagineux, et on inclut aussi les légumineuses. Enfin, il y a une petite partie du soutien, du budget PAC que l'on qui est le soutien indirect, et donc qui conserve, des me des un fonds pour, intervenir en cas de crise agricole. C'est là qu'on fait agir ce qu'on appelle le filet de sécurité, l'intervention, l'achat public ou l'aide au stockage privé, à France-Agrimaire on connaît bien puisque c'est France-Agrimaire qui gère ces mesures. Et enfin, il y a une dernière partie, du pilier 1 qui est, moins connue et qui, finance des OCM spécifiques, notamment les programmes sectoriels comme les programmes des vins et les programmes des fruits et légumes qui sont gérés aussi à France-Agrimaire. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle. Enfin, dans un deuxième pilier, donc le deuxième pilier, c'est le Fonds européen agricole de développement rural qui est moins important, mais qui représente 14 milliards d'euros. Et la particularité de ces programmes, c'est qu'ils sont cofinancés, donc il y a un financement européen d'une part,
Et ensuite, les États membres abondent, soit directement à partir du budget, soit par le budget de l'État, soit par l'intermédiaire des régions ou d'autres collectivités locales comme les agences de l'eau. Alors, bien, alors dans cette diapo, je rappelle les objectifs de la PAC actuelle, puisque les évolutions de la nouvelle PAC vont s'inscrire dans la perspective dans la suite de ces objectifs. Donc, depuis le 2003, l'un des principes de gestion budgétaire de la PAC, c'est la convergence des aides. Le but global, c'est de parvenir à ce que l'aide directe soit distribuée sous la forme d'un paiement de base uniforme qui est le même dans toutes les régions et dans tous les pays. La deuxième priorité majeure de la PAC aujourd'hui, c'est le verdissement. Donc, on a pour toute l'agriculture traditionnelle, donc les exploitants touchent un paiement vert qui représente à peu près 80 € à l'hectare en France et que l'on touche en contrepartie de 3 critères supplémentaires de pratiques agricoles qui consistent d'une part à avoir un taux de surface d'intérêt écologique qui représente 5 des surfaces de l'exploitation et qui sont en général des surfaces non productives, qui sont destinées à maintenir la biodiversité et à assurer des éléments de la ruralité, à protéger des éléments de la ruralité et des milieux naturels. Et enfin, le troisième critère est lié à la conservation, à la maintenance d'un taux de prairies permanentes dans chaque région et qui est plus ou moins géré par chaque région avec des pénalités pour empêcher que ces prairies disparaissent. Enfin, le troisième objectif de la PAC a été de restaurer des aides couplées parce qu'avoir un paiement de base systématique à l'hectare, ça n'était pas bien, ça n'a pas bien fonctionné. Donc, on a restauré des aides couplées qui permettaient de rétablir des incitations à la production, en particulier pour les secteurs en difficulté et notamment les filières animales, d'avoir directement un, une prime qui est liée à son niveau de production, à son rendement, ou bien d'inciter à la production de protéines, parce que ça, c'est une faiblesse de l'Union européenne qui est dépendante, qui est encore l'Union européenne est une puissance agricole qui est autosuffisante dans énormément de production, notamment végétale et animale, mais par contre, son point faible particulier, c'est sa dépendance aux importations de soja, où elle est très dépendante heu, elle n'a pas suffisamment de production de protéines végétales. Donc à travers les aides couplées, on réintroduit des incitations à la production de protéines végétales heu, dans toute l'Europe. Et enfin, donc on a restauré des aides couplées aussi parce que c'est plus simple, c'est moins compliqué d'introduire des aides, à l'hectare, pour les filières élevage, que d'introduire des aides à la tête de bétail ou bien, on verra plus tard, à l'UGB, à l'unité de gros bovins. Enfin, ce qui est moins connu, c'est que la PAC 2015-2020 a été l'occasion de fusionner l'organisation de marché et donc de démanteler un certain nombre de régimes de quotas. En contrepartie, et aussi de réduire les filets de sécurité. Donc en contrepartie, il y a eu des concessions pour améliorer l'organisation des interprofessions et pour cofinancer un certain nombre d'interventions de la part d'organisations des interprofessions et notamment les accords interprofessionnels ou bien
assouplir les règles de concurrence, de fournir des dérogations à la concurrence pour que les coopératives agricoles, les interprofessions puissent faire des actions collectives. Alors, je vois qu'il est 10h20, donc je vais accélérer un petit peu. Donc, sur les aides découplées, donc je vous en ai déjà parlé. Donc, l'aide à l'hectare est depuis 2015 scindée en 3 parties. Donc, un paiement de base qui est en France à peu près de 114 € par hectare, mais il existe encore 10% d'exploitations qui touchent un paiement de base qui est bien supérieur, qui atteint plus de 150 € par hectare. Donc, la convergence, ils vont être particulièrement concernés par les objectifs de convergence. Ensuite, le paiement vert, donc, représente à peu près 30% du budget du pilier 1, et donc il est de 80 € par hectare. Enfin, le paiement redistributif en France n'est versé que pour les 52 premiers hectares. Il est d'environ 50 € par hectare. Et enfin, en France aussi, on a fait le choix non seulement de faire un paiement redistributif qui avantage euh, les petites et moyennes exploitations et qui introduit donc une dégressivité de l'hectare au-delà de 52, qui introduit une dégressivité de la prix des aides au-delà de 52 hectares. Mais en plus, on a aussi une prime aux jeunes agriculteurs qui est de l'ordre de 70 hectares pour les 34 premiers hectares. Enfin, en deuxième partie, je parlerai un peu des aides couplées pour dire que, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais dans toute l'Union européenne, donc les aides couplées sont massivement utilisées. Donc, vous voyez dans le fromage à droite, pour les aides à l'élevage, les aides bovines, les aides à l'élevage aussi laitier, les aides une aide au secteur ovin et caprin, et enfin pour soutenir ou doper le développement de la production de protéines végétales. Donc, dans ce graphique qui est moins connu, mais aussi très intéressant, vous pouvez voir d'un coup d'œil comment la PAC est appliquée dans les différents pays, dans les 28 pays de l'Union européenne. Et vous pouvez voir que donc c'est un graphique qui vient du rapport annuel du FEAGA en 2018. Donc, l'aide moyenne qui est perçue en Europe est environ de 250 € par hectare. La France est grosso modo dans la moyenne, sans surprise, elle a un point très important dans le budget agricole, donc elle est autour de la moyenne. Et donc, la France, l'aide moyenne versée en France est donc de 240 € par hectare et proche de la moyenne de 150 € par hectare. Mais on peut voir que l'aide est très importante, atteint plus de 300 € par hectare dans les Pays-Bas, en Belgique et en Italie, et qu'à contrario, elle est beaucoup moins importante dans le Royaume-Uni et en Pologne, où elle est plus de l'ordre de 100 € et, et, au, et au Portugal, pardon, j'avais dit la Pologne, mais en fait c'est le Portugal, PT, où l'aide par hectare est sous 200 € par hectare. Et enfin, vous pouvez voir d'un coup d'œil avec la couleur bleue que partout en Europe, les paiements directs sont sous forme découplée, sont très importants et représentent entre 50% et 75% donc des aides. Alors sur cette diapo que je vais pas développer, j'ai inscrit les grandes lignes de l'organisation commune de marché, puisque c'est l'organisation commune de marché, c'est le périmètre de FranceAgriMer. C'est là qu'il y a donc le FranceAgriMer s'occupe de gérer les mesures en cas de crise, comme le filet de sécurité, les interventions, l'achat public,
France Agrimaire gère les organisations de filières spécifiques, notamment l'OCM vin et l'OCM des fruits et légumes. Et enfin, France Agrimaire a un très gros rôle au niveau de la délivrance de certificats de la gestion des contingents tarifaires, qui sont l'application des accords internationaux et qui permettent de gérer le niveau d'entrée, d'accorder des dérogations à certaines importations de produits agricoles dans l'Union européenne. Qui est un sujet extrêmement sensible donc pour l'agriculture en Europe. Mais j'ai pas le temps de le développer. Et enfin, je pense que bon, là, je passe sur le détail des programmes du développement rural et je pense que le plus intéressant, c'est de finir par une vue d'ensemble sur le poids des aides européennes pour la France et notamment pour l'agriculture française. Donc, les aides PAC, la France reçoit 9,6 milliards d'euros d'aide du budget européen, qui représente les 2/3 des contributions publiques à l'agriculture française. Le pilier 1 représente 7,6 milliards. Les aides directes à elles seules représentent 7 milliards d'euros. Donc, le soutien à l'agriculture représente l'essentiel des aides européennes. Les aides directes touchent plus de 70% des exploitations. Il y a eu 312 000 dossiers PAC sur, alors qu'il y a 420 000 à peu près exploitations agricoles en France et permettent de subventionner près de 90% de la surface superficie agricole utile. Enfin, je voudrais souligner, bon, j'ai oublié de le dire, que la France est le premier bénéficiaire de la PAC et ça, c'est sans surprise parce que la France a la plus grosse surface agricole heu, utilisée en Europe. C'est-à-dire 29 milliards d'hectares, de loin devant l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie et la Pologne. Donc c'est sans surprise que la France a reçu l'essentiel des aides directes. Heu, elle a reçu 54 milliards d'euros, alors que le deuxième bénéficiaire derrière sont l'Allemagne et l'Espagne. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le soutien moyen que perçoit la France est quand même assez important. C'est de l'ordre de 23 000 € par exploitation, alors qu'en moyenne, l'exploitation moyenne en Europe perçoit 6 500 € et donc ça, c'est dû essentiellement à des effets de surface puisque l'exploitation moyenne en Europe est beaucoup plus petite. Sa surface moyenne est beaucoup plus petite que la surface moyenne en France. Enfin, je terminerai par ce graphe très important qui montre d'un coup d'œil comment les aides européennes sont importantes pour chaque exploitation en France. Donc, sans subvention, il y aurait à peu près 50% des exploitations qui auraient un résultat courant avant impôt négatif et on peut voir que le taux d'exploitation qui aurait un résultat négatif sans les aides européennes, donc c'est un taux qu'on mesure avec la couleur bleue. On peut voir qu'il est particulièrement élevé pour les exploitations de montagne et haute montagne, où il dépasse à peu près 70%, qu'il est très élevé aussi pour les secteurs de bovins viande, d'ovins et caprins, où il dépasse le, le taux d'exploitation qui aurait un résultat négatif sans les subventions européennes est de plus de 70% chez les bovins viande et chez les ovins et caprins. Et il est encore plus de 60% aussi chez les exploitations céréalières qui font donc des grandes cultures. Enfin, les filières qui sont les moins dépendantes et qui sont en meilleure santé économique et qui dépendent moins
aides européennes, ce sont le maraîchage, les filières porcines, les filières de la viticulture et les filières de la volaille qui sont beaucoup moins portées par les réglementations européennes. Voilà, et je finirai par quelques commentaires sur le programme de développement rural. Si en apparence le programme de développement rural est moins important, seulement 25% du budget PAC et seulement 2 milliards d'euros des aides françaises, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une partie très importante qui est l'indemnité compensatoire des handicaps naturels, qui représente à elle seule 1 milliard d'euros. Et elle est très importante sur certaines régions, notamment en PACA, où les aides européennes, les aides ICHN représentent presque 25% des aides que perçoivent les exploitations, puisqu'il y a énormément de pâturage et de zones de montagne dans les régions PACA et aussi dans les régions des Pyrénées. Voilà. Et j'ai terminé pour cette première partie en espérant qu'elle vous a intéressé et je suis disponible pour vos questions. Donc. Bonjour, je vois que Michel Pfeiffer a demandé la parole. Est-ce que vous souhaitez qu'on active votre micro? Non, c'était peut-être une erreur de manipulation. Est-ce que vous avez des questions sur l'intervention de Florence? Donc, on peut vous permettre de parler en activant votre micro ou alors vous tapez votre question dans le chat. Fais-moi. Allô? Bon, a priori, une erreur de manipulation. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Frédéric, je te laisse la parole. On continue. De toute façon, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Je voyais juste Laure Dedon qui vient de lever la main. Ah, excuse-moi là. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Bonjour. oui. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question par rapport aux aides couplées, notamment le fait qu'elles soient assez rétablies par rapport à la production animale et pour les protéines. Et je me demandais au niveau de l'OMC, est-ce que ça pose pas question ou où en est-on par rapport à ces réflexions des aides couplées au niveau de la PAC et de l'OMC? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je ne suis pas assez technique sur les accords de l'OMC, mais effectivement, grosso modo, les accords de l'OMC plafonnent le montant des subventions agricoles que l'on peut distribuer à l'agriculture. Mais donc, je vais rechercher des éléments de réponse sur cette question. Et si je n'arrive pas à la trouver, je vous donnerai au moins les informations, les références de l'OMC pour y trouver des réponses. Une autre question? Frédéric, je te laisse la parole. Alors donc du coup pour la deuxième partie, je vais commencer avec les négociations européennes, comment elles s'organisent avant de rentrer du coup dans la réforme actuelle. Pour savoir comment est-ce qu'on arrive de ces différentes programmations tous les 7 ans. Donc ça change comme ça. Donc le budget européen est renégocié pour tous les 7 ans et donc comme nous avons vu tout à l'heure, le budget de la PAC rentre en compétition avec de plus en plus de budgets et de priorités au sein de l'Union européenne, donc, qui sont donc les questions de cohésion pour avoir un peu cette égalité économique au sein de l'Union européenne, les questions aussi de sécurité, les questions de recherche et d'investissement sur l'avenir, pour avoir une compétitivité économique de l'Union européenne dans le monde. Et donc, du coup, pour arriver à ces négociations, donc, nous avons ces 4 acteurs principaux quand on parle de Bruxelles. C'est un terme assez générique pour parler de ces 3 acteurs principaux. Donc, nous avons
le Conseil européen qui représente les États membres, donc, soit au niveau des chefs d'État ou au niveau des ministres en fonction des réunions. Il y a la Commission européenne qui est l'organisme stable de Bruxelles qui représente un peu on va dire, des ministères simplifiés qui sont du coup vraiment les techniciens les techniciens des différents programmes. Et après, il y a le Parlement européen, donc les élus. Quand on veut négocier, quand on veut faire une loi à l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui propose les lois, donc le texte, un texte de base, les objectifs. Et après, les co-législateurs, ce sont le Conseil et le Parlement européen, donc les États membres, les représentés par leurs chefs d'État, les ministres, et les parlements européens représentés par les élus du peuple, qui négocient ensemble pour arriver à une position commune à partir de la proposition européenne. Donc évidemment, négocier à 27, c'est pas facile. Donc pour prendre la position originelle des 27 États membres quand le sujet de la PAC, de la renégociation de la PAC est arrivé en 2018, vous voyez que les États sont vraiment divisés en 3 grands pôles en fonction de ceux qui voulaient dépenser plus ou moins pour la PAC, ceux qui voulaient garder le même budget, ceux qui ont d'autres priorités plutôt dans les pays de l'Est sur la cohésion, donc pour avoir de l'argent plutôt pour développer leur région, pour développer leur économie, pour arriver à peu près au même niveau que les anciens pays. Il y a les pays du Nord, l'Allemagne, ce qu'on a beaucoup entendu au moment de la négociation sur le budget, qu'on a appelé les pays frugaux, qui veulent dépenser moins d'argent. Voilà, et après, c'est aussi ces positions, c'est aussi on veut dépenser moins d'argent sur la PAC parce qu'ils veulent mettre plus d'argent sur la sécurité, les frontières ou d'autres programmes qui sont arrivés depuis le début de l'Union européenne, qui était effectivement beaucoup sur la PAC. Et donc, pour revenir... Bon, je ne peux pas revenir en arrière. Bon. Donc voilà, pour négocier... Donc voilà, pour revenir, donc la Commission a proposé en juin 2018, donc il y a déjà 3 ans, sa proposition de texte pour la PAC. Et ensuite, les 2 co-législateurs, le Conseil et le Parlement, se sont emparés de ces textes et ont négocié en interne, chacun de leur côté, comment est-ce qu'ils voulaient revisiter ce texte, qu'est-ce qu'ils voulaient changer, quelles sont leurs priorités, les pourcentages, les enveloppes, qu'est-ce qui était prioritaire pour eux. Et donc, cela s'est fait chacun de leur côté pour arriver à... le Conseil de son côté, le Parlement de son côté sont arrivés à une position, à un accord sur leur position à défendre fin octobre 2020. Ce qui s'est fait aussi avec l'accord sur le budget. Là, on parle du budget général de l'Union européenne. Donc, ils sont arrivés à se mettre d'accord en juillet 2020. Après, entre autres, il y a eu plusieurs points qui ont ralenti ces négociations sur le budget général de l'Union européenne. Il y a eu le Brexit, qui fait qu'il y a la contribution du Royaume-Uni qu'il fallait remplacer. Donc, c'était la question, est-ce qu'on remplace autant de budget qu'il y avait que le manquant du Royaume-Uni? Quelle est la part de chaque État pour compenser, que chaque État doit mettre en plus pour compenser cette perte de budget? Voilà. Après, c'était aussi se mettre d'accord sur est-ce qu'il faut plus d'environnement, plus d'argent pour l'environnement, plus d'argent pour la sécurité. Après, ce qui avait aussi mis beaucoup de veto sur les dernières négociations, c'était le conditionnement des financements européens à l'état de droit. Donc, il y a certains pays comme la Hongrie ou la Pologne qui ont un peu ralenti les négociations à ce moment-là. Et donc, nous sommes enfin arrivés à cet accord en juillet. Avec en plus le plan de relance du Covid qui a dû rajouter encore des points d'accrochement. Donc aussi, en fin d'année 2020, le Conseil et le Parlement se sont mis d'accord sur leur position et donc nous avons pu commencer en fin d'année et ce début d'année 2021 sur les trilogues. Donc les trilogues, c'est un moment de négociation justement où se mettent autour de la table le Conseil et le Parlement pour discuter vraiment des questions techniques sous la médiation de la Commission. Donc ce sont des réunions à 3. Donc, avec Florence, nous avons pu voir ces grands tableaux à 4 colonnes où on reprend chaque article, chaque point de budget, chaque pourcentage, chaque définition, avec la position du Conseil, la position du Parlement, la position de la Commission, avec chacun les points sur lesquels ils ne veulent pas bouger ou ils ne bougeront pas, mais finalement, avec un peu de chance,
ils vont quand même réussir à s'accorder. Et donc, normalement, en mai 2021, à la fin de l'année, il y avait ces fameux Jumbo Trilogue qui devaient arriver normalement à la finition des règlements, mais finalement, ça a été reporté à hier et aujourd'hui. On peut espérer peut-être enfin arriver à la fin de ces négociations sur les textes principaux. Florence vous présentera tout à l'heure les derniers points d'achoppement et sur lesquels les portes restent ouvertes. Et donc, l'objectif était d'arriver à un accord à la fin du mois, puisque après l'accord sur ces 3 textes qui sont en négociation, nous avons encore, il faut encore effectivement se mettre d'accord sur la mise en œuvre, il faut rentrer des décrets, il faut préparer la mise en œuvre au sein des agences de paiement, comme FranceAgriMer, comment on va contrôler tout ça, quels sont les logiciels de suivi, etc. On a encore beaucoup de travail. Pour remettre un petit peu de perspective, les négociations de la PAC 2014-2020 avaient duré aussi 18 mois et il y a eu plus de 56 réunions, donc mini-réunions en trilogue. Donc, voilà pour le calendrier. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de quoi on parle, de quelles réformes on parle. Donc, du coup, quand je parlais de 3 textes qui sont à l'étude et qui sont en négociation depuis juin 2018, on parle du règlement des plans stratégiques. Les plans stratégiques, c'est la nouveauté de cette nouvelle PAC qui, du coup, ce sont des plans stratégiques que chaque État doit rédiger pour expliquer comment ils vont décliner les outils de PAC dans leur pays, donc sur les paiements directs, le développement rural, les programmes sectoriels. Comment est-ce qu'ils vont répartir tout cela? Après, il y a le règlement omnibus qui reprend l'OCM aussi, qui reprend les différents sur les interventions, sur la qualité, et les interventions de crise. Et enfin, le règlement horizontal qui est la base juridique et financière pour les 2 autres règlements sur comment on gère les financements, les contrôles, les différents rapports à rendre pour justifier les dépenses à faire. Donc, le contexte de la négociation actuelle, c'est du coup la réforme précédente de la PAC 2013 avait été décidée en récession. Depuis, l'environnement économique et institutionnel a un peu changé, la croissance est revenue. Enfin, ça, c'était au début des négociations avec effectivement la crise Covid, ça remet un peu encore d'autres perspectives. Les évolutions géopolitiques et économiques ont aussi changé. Il y a une incertitude des marchés. On a vécu aussi avec nos partenaires traditionnels avec les États-Unis, où on a des crises qui ont beaucoup touché la filière vin, par exemple. Il y a la pression migratoire qui touche l'électorat européen, qui peut être plus eurosceptique. Donc, on a peut-être tendance à vouloir dépenser moins d'argent par l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce qui a aussi provoqué le Brexit, et qui change le budget, mais qui change aussi nos relations commerciales avec le Royaume-Uni. Pareil, le multilatéralisme commercial en pâtit aussi, donc il y a plus de tendances protectionnistes qui arrivent, etc. Donc le marché international des imports-exports a beaucoup changé, et en plus de cela, on a des nouveaux défis liés au changement climatique et aux demandes sociétales pour la durabilité, le bien-être animal, le bien-être social, et qui influe aussi du coup sur les priorités à mettre dans la PAC. Donc là, nous pouvons retrouver les objectifs initiaux de la proposition de la Commission, donc les 9 objectifs communs de la PAC, où on retrouve effectivement ces préoccupations pour l'environnement, le changement climatique, l'environnement, la biodiversité. Il y a cette question économique avec la compétitivité, le revenu des agriculteurs, et il y a ces questions sociétales avec le bien-être animal. Et il y a la question de l'avenir avec le renouvellement générationnel, aussi les questions du numérique, de la connaissance et de l'innovation. Et donc, voilà, pour rentrer dans le détail du coup de la nouvelle réforme, l'Union européenne veut proposer un nouveau modèle de mise en œuvre qui ne serait donc pas, enfin, c'est toujours basé sur le respect des règles, effectivement, mais c'est aussi plus une question de résultats. Et donc, le résultat et les performances. Donc maintenant, donc dans le plan stratégique, on va définir des objectifs
à atteindre, et ces objectifs vont être contrôlés par des indicateurs de contexte, des indicateurs de résultats, d'impact, pour pouvoir évaluer chaque euro qui a été dépensé de la PAC sur tel programme, est-ce qu'il a pu contribuer à vraiment, est-ce qu'il a pu contribuer, est-ce qu'on peut voir qu'avec tout cet argent dépensé, on a pu changer un petit peu les indicateurs, est-ce que la part de biodiversité dans telle région a pu vraiment augmenter en fonction de tout l'argent qu'on a dépensé dans cet objectif. Voilà. Et donc là, nous avons un peu le cycle de vie de la mise en œuvre de la future PAC. Donc pour l'instant, nous sommes au début dans la définition du cadre européen, donc avec ces objectifs, les indicateurs de suivi, les types de mesures qui sont définis dans les 3 textes que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc là, on est en train de vraiment définir le cadre dans les négociations. En parallèle, nous avons déjà commencé à développer le plan stratégique national. Donc l'identification des besoins a déjà été faite par un diagnostic complet par filière, par région, etc., qui a été publié sur le site du ministère de l'Agriculture. Donc ça reprend un état des lieux par chaque grand objectif de la PAC, donc en présentant la situation en France, les mesures d'intervention qui pourraient être mobilisées pour changer la donne. Là, on y cite les mesures PAC, mais aussi les autres mesures parallèles à prendre. On y présente aussi les forces et faiblesses de la France, les opportunités et les menaces, donc les fameuses SWOT, pour chacun des objectifs, pour vraiment se poser, réfléchir et voir du coup effectivement quelle est la situation actuelle, et réfléchir à quels sont les objectifs à atteindre, donc chiffrés. Et c'est là qu'on va définir ces indicateurs, des valeurs cibles aussi à atteindre en cours de programmation, pour pouvoir répondre à l'autre étape, donc le suivi annuel et pluriannuel. Donc ce sera des rapports, en plus des rapports financiers qu'on rend habituellement, maintenant on va aussi devoir rendre des rapports sur la performance. Donc dire est-ce qu'on a vraiment, sur chaque indicateur de contexte ou de résultats, est-ce qu'on a atteint ce qu'on s'était promis. Et voilà, forcément après du coup on va adapter au fur et à mesure du développement du programme, est-ce qu'il faut revoir les objectifs à la hausse ou à la baisse. Et donc, qu'est-ce que ce fameux plan stratégique national? Il reprend donc la plupart des interventions du premier et deuxième pilier. Tout ce qui reste encore à l'extérieur, c'est ce qui était dans l'OCM, le POSEI, les programmes scolaires, la promotion et la réserve de crise. Mais par contre, les programmes sectoriels, eux, ont rejoint le PSN. Ça veut dire que toutes ces actions existantes vont devoir répondre à cette demande de résultats. Ils vont être évalués sur des objectifs spécifiques. Et donc, il va falloir, donc le plan stratégique, donc je dis, on a déjà fait le diagnostic. Là, en mai 2021, le ministre avait aussi présenté les premiers arbitrages de répartition des enveloppes au sein de ce plan stratégique pour pouvoir répondre à nos objectifs. Où est-ce qu'on met l'argent? Quelles sont les différentes interventions qui seront mobilisables pour chacune des actions? Et donc, les interventions, donc les programmes sectoriels, on gère à France Agrimaire, on rejoint ce plan stratégique, donc il faut le définir, comment on va le suivre. Et les interventions qui sont retenues restent principalement donc les investissements, la recherche et la production expérimentale, la mise en œuvre des systèmes d'égalité, la promotion et la communication, le conseil et l'assistance technique, la formation, les échanges de bonnes pratiques, l'accompagnement des organisations professionnelles et la mise en œuvre de la gestion des protocoles phytosanitaires et la prévention des crises et gestion des risques sont du coup dans ce programme sectoriel. Donc, ça fait un petit changement d'organisation et surtout, il y a cette question comment on va concrètement pouvoir suivre ces indicateurs qui sont pour certains assez généraux. J'ai un exemple là de ces indicateurs de performance qu'il faudra remplir. Donc, il y a des indicateurs d'impact, comment est-ce qu'on réduit les disparités en termes de revenus, réduire la variabilité du revenu agricole. Il y a des indicateurs de résultats un peu plus sur le long terme, sur la gestion de la redistribution des petites exploitations. Et les indicateurs de réalisation sont vraiment là, qui a été touché par l'aide. Donc là, ça, c'est vraiment quelque chose de plus quantifiable à voir. Donc le nombre de bénéficiaires, le nombre des qui ont touché, mais certains sont assez
généraux, surtout quand on commence à toucher aux indicateurs environnementaux, pour pouvoir voir qu'un euro qui a été donné à tel agriculteur touche au climatique. C'est vrai que ça peut sembler assez vague. Et donc, je vais repasser la parole à Florence pour qu'elle nous présente quelques focus des négociations actuelles qui sont au cœur des débats entre le Conseil et le Parlement européen pour essayer à se mettre d'accord dans la dernière ligne droite. Oui. Donc, je ferai quelques C'est bon. focus. Voilà. Je ferai quelques focus sur sur la nouvelle PAC, en le rattachant donc au système d'aide directe actuel. Donc, je résumerai quelles seraient les conséquences du verdissement de la PAC pour le système pour les aides directes actuelles. Je ferai rapidement une liste des points encore en débat dans les trilogues. Et j'ai mis une diapo qui focus pour France Agrimaire, puisque les gens puisque c'est une formation France Agrimaire. Les changements de l'ECM, vous verrez qu'il y en aura très peu, qu'il y aura très peu de changements dans l'OCM, mis à part le déplacement des programmes dans le PSN. Mais je n'aurai pas le temps de la commenter, mais vous aurez cette slide pour pouvoir l'examiner. Alors, je pense que la slide la plus importante dans cette... Est-ce que je peux avoir la slide suivante? Oui, tu peux repartager ton écran et reprendre la main si tu veux. Ah oui, d'accord. Hop, partager, très bien. Zou. Bon, un petit ajustement technique, je redescends donc à cette partie. Donc voilà la slide que je voulais vous présenter. Donc je reprends le graphique que je vous avais montré sur le partage donc de l'aide directe en trois composantes, le DPB, le paiement vert, la surprime. Donc qu'est-ce qui va changer au niveau de l'exploitant agricole? C'est que le paiement vert va disparaître. Donc d'office, ça libère 30% du budget. C'est quand même pas rien. Donc c'est-à-dire, si je fais, ça représente à peu près 2 milliards pour les aides directes françaises. Et donc ça va être converti, ça va être basculé sur les budgets de programmes d'éco-régime où l'agriculteur ne recevra plus un paiement vert en l'échange de pratiques agricoles, mais en revanche, il devra se porter volontaire pour l'un des programmes que lui proposera le ministère de l'Agriculture dans le cadre des éco-régimes. Enfin, le deuxième verdissement de la PAC, c'est que les 3 contraintes qui étaient associées au paiement vert, cette fois-ci, va être généralisée dans le paiement unique. Donc c'est pour ça qu'on dit que la PAC se verdit sans qu'on soit mieux rémunéré. C'est-à-dire que les deux BCAE 8 et 9, il va y avoir 2 nouvelles BCAE, bonnes conditions agricoles et économiques, en plus des 7 BCAE actuels. Ce sera la BCAE 8 qui est un impératif de rotation, de rotation ou de diversification des cultures. Donc ça, c'est en débat sur les modalités. Évidemment, le conseil essaie de le rendre plus facile pour que ce soit le plus facile pour les agriculteurs de respecter cette BCAE. Et la 9e BCAE, ça sera donc d'avoir un taux minimum de surface d'intérêt écologique qui est actuellement de 5%.
Donc ça, bon, il faut dire que ce ne sera pas un changement tellement majeur pour les exploitations agricoles, puisque le paiement vert était perçu quasiment par 90% des exploitations. Donc, ce qui veut dire que 90% des exploitations des demandeurs d'aide PAC arrivaient donc à respecter déjà les BCAE 8 et 9. Donc, ça ne sera pas un changement majeur, ce n'est pas une rupture fondamentale par rapport à la PAC actuelle. Par contre, la rupture, c'est quand même le fait qu'il y ait 2 milliards d'euros qui sont, qui passent en budget éco-régime, mais c'est en même temps un effet bénéfique. C'est une sorte de «renationalisation» entre guillemets de la PAC, puisque au lieu que ce soit, une règle générale du paiement vert dans toute l'Union européenne, ces 2 milliards d'euros, la France va pouvoir le redimensionner, selon ses propres priorités et faire des éco-régimes selon, ce qu'elle souhaite plus ou moins, renforcer ou, ou sinon ce qu'elle veut compenser. C'est ce que vous verrez d'ailleurs dans les c'est ce que le ministère de l'Agriculture français va faire dans les arbitrages, c'est qu'il va compenser, compenser les effets de la règle européenne en les «personnalisant» entre guillemets. Donc voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais dire. Donc, enfin, si je reviens sur la partie gauche de la slide, heu, ce qui va s'ajouter donc dans le poids des mesures vertes, c'est qu'avant les mesures vertes n'avaient pour objectif que de représenter 30% du pilier 2, alors qu'aujourd'hui, en cumulant les mesures vertes du pilier 2 et les écorégimes, il faudra que ce total fasse aussi 40% du budget PAC. Donc le débat actuel, un débat important actuel du trilogue, c'est de voir comment on va comptabiliser ces dépenses vertes. Quel est le coefficient de pondération que l'on peut donner aux différents programmes pour les comptabiliser en tant que verts? Enfin, une des contraintes de la PAC, c'est d'être cohérente avec le pacte vert qui a pour objectif la neutralité carbone, et c'est pour ça que les écorégimes français vont aussi prendre en compte des objectifs de neutralité, carbone. Enfin, bon, les conditionnalités plus exigeantes, j'en ai parlé. Les programmes écorégimes, je vous les ai présentés. Le débat sur les écorégimes donc actuels, c'est est-ce que cela va représenter 20% du budget ou est-ce qu'on va effectivement reprendre l'intégralité du budget du paiement vert, 30%? On a l'air de converger plutôt vers 25%, mais la présidence a quand même, semble quand même favoriser plutôt l'option, 30%. Donc on ne sait pas trop, comment va se jouer, le compromis. Il reste encore, 6 mois de négociations. Enfin, le 4e point, ce sont les aides couplées. Donc, l'évolution actuelle, ça va être de renforcer, l'aide qui est apportée pour, doper la production de protéines végétales. Donc en plus, des 2% qui étaient déjà réservés aux aides couplées des protéines végétales, les, heu, le secteur des protéines sera éligible aussi aux interventions sectorielles. C'est-à-dire que les nouveaux programmes d'intervention sectorielle qui seront grosso modo, délégués à des organisations de producteurs, ou à des organisations interprofessionnelles, heu, recevront aussi des financements grâce à ces 3%, par le biais de ces 3% supplémentaires. Donc grosso modo, on peut dire qu'il y a un soutien renforcé aux cultures protéiques. Et enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, on vous allez dire les écorégimes, ça ressemble fortement au MAEC et au contrat, au cahier des charges, de l'agriculture biologique. En fait, c'est grosso modo le même principe, hein, heu, mais le fait d'ajouter des écorégimes sur le pilier 1 n'a pas pour autant réduit les MAEC puisqu'ils sont maintenus dans le développement rural. On maintient les MAEC et on maintient aussi le système d'aide, le système de cahier des charges de l'agriculture, biologique. Voilà.
Alors, je vois que j'ai vraiment dépassé mon temps. Donc, dans cette diapo, vous avez tous les points qui sont encore en négociation, heu, encore en débat. Donc, il y a les modalités du contrôle de la performance par le biais du New Delivery Model. Il y a pour le pilier 1 le ciblage des aides PAC qui est un enjeu politique récurrent des débats PAC, donc qui est est-ce qu'on va plafonner ou non le montant total des aides perçues par exploitation? Et si on n'est pas d'accord au niveau des États membres, on va essayer d'introduire quand même de la redistribution à partir donc de l'aide redistributive. Donc jusqu'à combien? Aujourd'hui, c'est de 10 et il y a des pressions pour augmenter le plafond de redistribution pour qu'on redistribue plus vers les petites et moyennes exploitations. Enfin, le débat classique dans la PAC, c'est le ring fencing, c'est-à-dire quelle est la partie du budget qu'on va sanctuariser, qu'on va réserver à certains programmes, et notamment aujourd'hui le ring fencing des éco-régimes. Combien? 20 ou 30 donc je vous dis, on converge plutôt vers 25 Ensuite, la convergence des aides découplées est en débat. Le gros débat aussi, c'est sur les nouvelles BCA 8 et 9 qui sont généralisées à la lecture classique. Donc ça ravive le débat sur les modalités de rotation. Quelles sont les cultures qu'on va prendre en compte dans la diversification? Les prairies permanentes? Oui, non? La fréquence? Enfin, au niveau de la BCAE 9, le débat qui est réavivé, c'est la définition des surfaces d'intérêt écologique. On garde 5 et est-ce qu'on ne peut pas augmenter la part des surfaces écologiques mais productifs, comme parce qu'il y a ce qu'on appelle les cultures dérobées ou les cultures secondaires. Donc il y a ensuite au niveau du ring fencing, donc il y a le départage entre le budget des aides couplées et des autres cultures protéiques. Bon, ça c'est quasiment acquis, donc ce sera 13 pour les aides couplées générales et 2 spécifiques pour les cultures protéiques, plus les 3 des programmes sectoriels. Enfin, donc le budget des éco-régimes, j'en ai déjà parlé. Dans la slide suivante, je pense que le dernier point très important, c'est le taux minimum de dépenses environnementales qui est aujourd'hui du pilier 2, qui est aujourd'hui de 30 et il est question de l'augmenter à 40 peut-être 37 enfin, c'est pas clair si on va maintenir un minimum de 100 ou le monter à 40 et notamment, il y a une pression des États membres pour augmenter le coefficient de pondération des ICHN dans les dépenses environnementales. Il est aujourd'hui de 40 Le Conseil aimerait que la pondération soit de 100 et on s'est orienté plutôt vers un compromis entre 40 et 60 Il y a un lien entre combien des ICHN on va des indemnités ICHN on va pouvoir comptabiliser dans les dépenses environnementales et la part des dépenses environnementales que les dépenses environnementales vont représenter dans le poids du développement rural. Enfin, au niveau des du règlement omnibus qui concerne l'organisation commune de marché, il y a très peu de changements, sauf pour le vin où il est quasiment acquis que le régime des autorisations de plantation seront à prolonger jusqu'en 2045. Et je pense que la dernière ligne droite l'OCM, des discussions concernant l'OCM sera est-ce que oui ou non on va augmenter le filet de sécurité et augmenter les mesures visant à
protéger l'Union européenne de la concurrence internationale excessive du dumping, notamment en imposant des normes européennes, en imposant les normes européennes aux importations des pays tiers. Voilà, je ne peux malheureusement pas aller plus loin parce qu'on est, on est contingenté au niveau du temps, mais vous avez donc des éléments de discussion, des éléments d'information donc dans le PowerPoint qui sera diffusé. Voilà. Oui, non, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail finalement des arbitrages nationaux, mais je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, à aller voir le dossier de presse qui avait été diffusé sur le site du ministère de l'Agriculture à l'occasion de la présentation par le ministre le 21 mai, qui vous présente après du coup les arbitrages, les discussions actuelles, donc ce qui est pour l'instant une position officielle sur les différentes aides couplées par filière. Donc, principalement, c'est la hausse du soutien aux protéines pour avoir une indépendance, une autonomie, la création d'une aide aux petits maraîchers pour les circuits courts, par exemple, ça, c'est les petites innovations françaises, la fusion de l'enveloppe pour les bovins, lait et viande sous un UGB global. Voilà. Donc, je vous invite à regarder cela. Et donc, maintenant, on va ouvrir aux questions pour ceux qui ont eu le temps de rester. Et si vous voulez aussi après donner votre vision un peu de la PAC au quotidien, si vous avez des commentaires sur ce qu'on a dit par rapport à votre pratique. Donc déjà, je peux déjà répondre. J'ai vu une question sur, principalement sur les indicateurs, sur comment ils sont définis et si ce sont les mêmes par pays. Donc ça, je peux déjà répondre avant de vous laisser la parole. Donc les indicateurs, ils sont définis dans le texte de règlement sur les plans stratégiques. C'est une annexe qui regroupe chacun des indicateurs. Et donc, il fait aussi l'objet de ces négociations en préliminaire et puis après en trilogue. Il y a déjà certains indicateurs qui ont été supprimés ou modifiés par rapport à la proposition initiale de la Commission. La Commission a aussi diffusé pas mal de fiches pratiques sur les indicateurs qu'elle a proposés, sur la définition exacte, sur comment elle comptait les calculer. Donc, la définition et le calcul sera fixé au niveau européen. Il est aussi fixé quels indicateurs sont obligatoires à mettre dans le PSN et dans le suivi. Certains ne sont pas forcément obligatoires. Il y a aussi, dans la négociation, on a aussi ajouté des indicateurs de suivi qui permettent d'agréger certaines informations pour arriver au calcul final d'un indicateur précis. Et donc, chaque pays doit définir quelles sont ses valeurs actuelles. Donc ça, ça ne se définit pas, ça se calcule. Il n'y a pas interprétation, et quelles sont les valeurs cibles et ses objectifs pour ces indicateurs-là, donc à soumettre à la commission quand on soumet le PSN, qui nous dit oui, ça semble réaliste ou c'est pas assez ambitieux, ce genre de choses. Mais du coup, les bases de calcul, normalement, sont les mêmes pour chaque pays. Je laisse Anne pour la modération des autres questions. Alors, nous avons une question de Pierre Claquin. Sur le modèle de mise en œuvre, a-t-on une version des indicateurs? Oui, Est-ce stabilisé en triog? Donc, c'est ça. Donc, ça fait partie, comme je l'ai dit, de cette annexe 1 qui est ajoutée, annexe 11, qui est ajoutée au règlement stratégique. Donc, il fait encore partie des négociations. Donc, il n'y a pas encore une version effectivement publique du texte. On a une question de Tarek Miri. Pourriez-vous rappeler les principales différences entre PAC et l'actuel Farm Bill? Oui, j'ai vu, il avait posé plusieurs questions sur la comparaison avec les États-Unis. Alors, moi, j'avoue, je ne suis pas experte de la politique agricole des États-Unis. Je ne sais pas si, Florence, toi, tu avais plus de détails aussi sur le conflit avec les États-Unis. La très grande spécificité de la politique agricole européenne, ce sont ces aides découplées, c'est-à-dire que c'est une sorte de force. Le paiement à l'hectare est totalement déconnecté des prix, de l'évolution des prix, est totalement déconnecté du rendement, alors que le système d'aide agricole, les États-Unis fonctionnent encore sur un modèle en quelque sorte de prix garanti, c'est-à-dire que ce sont des paiements contracycliques qui compensent grosso modo soit l'effondrement des prix, soit l'écart entre les prix de marché et des prix de référence. Donc, c'est encore un système de prix garanti. Et puis, en même temps, ils ont un système d'assurance récolte aussi.
Alors, je voudrais aussi signaler que la Chine aussi fonctionne par système de prix garanti. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve aussi dans les mêmes travers qu'a connu la Commission européenne dans ses débuts, c'est-à-dire qu'elle a des stocks aussi longtemps qu'elle a des prix garantis énormes. Elle a un prix garanti du maïs qui est de l'ordre de 250, entre 200 $ et 250 $, qui est énorme par rapport au prix de marché et qui peut justifier le fait qu'elle se retrouve régulièrement aussi avec des stocks colossaux de céréales. Très bien. En question sur le chat, a priori, il n'y en a pas actuellement. Claudine Bureau nous demande un glossaire pour l'explication des sigles. Donc ça, nous verrons. Olivier Gélin, on parle beaucoup de verdissement de la PAC. Parallèlement, on a vu les agriculteurs bio manifester suite au PSN. Pouvez-vous nous éclairer sur ces inquiétudes? Merci. Est-ce que vous pourriez préciser les inquiétudes dont il s'agit? Parce qu'il y en a beaucoup. Et mais bon, je ne peux pas me substituer non plus au ministère. C'est au ministère de répondre sur les inquiétudes de la PAC, bien entendu. Est-ce qu'on a une autre question? Quelqu'un souhaite prendre la parole? A priori, je ne vois rien. Ou voir des questions si quelqu'un qui pratique la PAC au quotidien dans son travail à France Agrimer a envie de faire un petit commentaire sur les changements qui les attendent. Personne? Ah, Laure lève la main. Allez-y. Alors, on n'entend pas Laure. Laure? Mieux maintenant? Oui, c'est bon. Oui. Pardon. Oui, donc je disais, je pratique pas la PAC au quotidien, mais au travers de l'Observatoire de la formation des prix des marges, on voit bien l'importance des aides que ça peut représenter, notamment dans l'exploitation bovine, comme vous l'avez souligné. Est-ce que s'il y a des perdants au niveau de ces changements d'aide, que ce soit les exploitations bovines ou autres, il y a des mesures de compensation qui sont réfléchies ou pas? C'est une question que je me posais. Je pense que c'est une réponse que tente d'apporter le plan stratégique national français. Je vous invite à lire le dossier de presse qu'a diffusé le ministère le 21 mai et qui contient des réponses sur le système d'aide couplée qui est mis en place pour compenser les effets de la convergence ou pour rétablir des effets des précédentes PAC. Oui, il y a cette question. À chaque fois que dans le dossier, il présente qu'à chaque fois, s'il baisse une aide couplée, c'est parce que la convergence va la substituer ou vice-versa pour quand même essayer de garder un équilibre. En tout cas, sur l'enveloppe, la mise en commun de l'enveloppe lait et viande pour les bovins, c'était pour encourager une création de la valeur ajoutée pour qu'au laitier, on ne compte plus au nombre de veaux, mais qu'on encourage la création de valeur ajoutée sur le territoire. Donc, c'était question de beaucoup d'arbitrage. Donc, à savoir qui gagne, qui perd sur une espèce de carte de France comme ça pour essayer d'équilibrer au maximum. Et la question effectivement du laitier, c'était pour produire peut-être moins de veaux, mais éviter d'aller les vendre dans un autre pays européen qui eux vont les engraisser et les revendre plus cher, etc. Encourager à ce que du coup on crée cette valeur ajoutée plus sur le territoire national et donc du coup un peu réorienter la filière et donc après rééquilibrer peut-être sur le long terme les revenus. Mais bon, il faut quand même souligner que la tendance actuelle est de soutenir l'élevage. Donc, ils sont plutôt gagnants des récentes évolutions de la PAC. Peut-être, Frédéric, Florence, pour ceux qui ne sont pas spécialistes du sujet, rappeler en quelques mots le principe de convergence. Mon Dieu, c'est la partie la plus difficile.
Mais Bon, je m'y attendais. Donc, il y avait un graphique principal qui présentait effectivement, montrait que l'aide à l'hectare dans les pays où on donnait le plus et les pays où on donnait le moins au début des programmations, que genre au fur et à mesure des années, on arrive à peu près au même niveau d'aide dans toute l'Union européenne. Parce qu'effectivement, avec les différents élargissements, on se retrouve avec des gros écarts de revenus et économiques en Union européenne. Merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà 11h22. Donc, nous allons conclure. Merci à Florence, merci à Frédéric. Merci à tous pour votre attention. Merci encore et bonne fin de journée.